Bonjour et bienvenue sur Greyplon pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler cette fois-ci d'un jeu de rôle, il s'agit de Against the Dark Master. Alors c'est un jeu de rôle qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il est en quelque sorte l'héritier de Rolemaster, un jeu de rôle qui date des années 80-90 et que les plus anciens d'entre nous connaissent bien, qu'ils apprécient ou pas ce système de jeu qui se veut assez simulationniste et sophistiqué. Certains critiquaient en disant que c'était très complexe, trop complexe, avec des tonnes de tables, etc. Alors justement, on va faire un petit point là-dessus, on va jeter un petit coup d'œil au livre de règles qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. On avait souscrit à la campagne de financement, donc on a commencé à jouer un petit peu avec la version numérique, et là maintenant on a reçu le bouquin juste avant Noël, donc un beau cadeau de Noël. Alors pour cette première vidéo de 2023, nous allons jeter un petit coup d'œil au livre de règles de Against the Dark Master. A tout de suite. On se retrouve donc devant le livre des règles de Against the Dark Master. Alors vous voyez, déjà il y a le Dark Master, on le voit sur la couverture, hein, il est dissimulé dans l'ombre, il surgit de la brume avec un héros, parce que dans Against the Dark Master, la plupart du temps, on joue un héros. Alors le concept est assez simple, comme on va le voir. Je vais passer le bouquin au milieu, comme ça, il n'y aura pas de souci. Alors le concept est assez simple, c'est en fait, le jeu part sur le principe qu'il y a un Dark Master, c'est-à-dire il y a un méchant, un super vilain, une entité, un dieu, ce que vous voulez, puisque c'est une règle générique, qui domine le monde, et les héros vont à l'encontre de lutte contre cette créature du mal et ses sbires. Donc le jeu en lui-même, il n'est pas fait pour tous les settings, voilà. Donc il est fait pour un setting un peu manichéen, du bien contre le mal, les joueurs incarnant souvent des héros portant la valeur du bien au bout de leurs épées. Alors crédit version française, voilà. Alors vous allez voir que le bouquin est assez sobre, on reste dans une expression, dans une idée OSR malgré le papier glacé. On est plutôt dans un esprit années 80, c'est le but des auteurs de restituer un petit peu l'esprit de l'OSR de Rolemaster, donc avec des dessins en noir et blanc à l'intérieur, des illustrations qui sont chouettes, hein. Ils ont repris tous les styles des anciens comme Nicholson, etc., qui dessinaient dans les années 80 tout ce genre d'ouvrages de jeux de rôle pour donner un style, un cachet un petit peu vintage, mais très agréable à l'œil quand même. Avec, vous voyez, vous pouvez le voir, des illustrations en pleine page, il y en a pas mal. Le Dark Master, il est là. Alors vous voyez qu'il est ici, c'est une créature un peu celtique avec ses bois. Voilà, Against Dark Master, l'univers, le bien contre le mal, comme on disait, le maître des ténèbres, un passé en ruine. Alors moi, je fais jouer Against Dark Master dans l'univers de Forbidden Lands par exemple, voilà. Donc là où dans Forbidden Lands, je sais pas si, oui, je vous le présenterai un peu plus en profondeur dans quelques temps. Forbidden Lands, il y a vraiment, c'est vraiment les héros se retrouvent face à une adversité super puissante, un dieu du chaos, enfin un dieu méchant, on ne sait pas trop, il y a des mystères éclaircis. Et je trouve que le système de Against the Dark Master colle parfaitement à l'univers de Forbidden Lands. La magie rare et dangereuse. Alors oui, on est plus dans la sorcellerie que dans la magie. Alors vous allez voir que la règle de magie est très amusante. La communauté se rassemble, les bases. Alors le système est assez simple. En général, on joue avec des D100. Vous voyez que vous avez un jet de D100. Après, vous avez des jets de D10, des jets de D5. Bon, pas trop de difficultés là-dedans. Vous avez, alors, on récupère un petit peu l'esprit Donjon et Dragon, hein, puisqu'on a des jets de compétences, on a des jets de sauvegarde, on a des jets d'attaque, des jets d'incantation. Hein, si vous jouez à D&D, les anciennes versions de D&D les plus récentes, vous n'êtes pas dépaysé, puisque là vous avez la création du personnage, on commence par ça dans le jeu, avec les caractéristiques, la puissance, la coordination, l'endurance, l'esprit, la clairvoyance, les allures. Alors génération des caractéristiques, vous pouvez le faire par méthode aléatoire, c'est la méthode qui est privilégiée parce que c'est la méthode à l'origine de Rolemaster. Moi je fais utiliser ce principe, mais vous avez des méthodes alternatives et vous avez une méthode où vous choisissez, vous avez un budget, vous répartissez vos points.
Voilà, les ascendances. Alors là, vous voyez un peu toutes les races, entre guillemets, que vous pouvez jouer dans ceux qui sont couvertes par les règles. C'est-à-dire le nain, le semi-homme, l'humain, le sauvageon. Alors le sauvageon, c'est assez large. En fonction de l'univers dans lequel j'ai joué, vous pouvez l'adapter. Les premiers hommes, demi-elfes, elfes du crépuscule, elfes d'argent, elfes des étoiles. Alors c'est 3 types d'elfes un petit peu différents. Certains ressemblent un petit peu à l'elfe des bois, enfin bref. Le demi-orc, l'orc, le troll de pierre et le firbolg, qui est une créature originale du jeu. Là, vous avez pour chaque race, vous avez un dessin mâle et femelle, ça c'est vachement bien, avec les ajustements. Vous voyez que vous avez des ajustements en fonction de la race, de vos scores en puissance, en coordination, etc. Le nain. Alors vous voyez que si vous aimez la fantasy, si vous êtes un habitué de la fantasy, on est vraiment en terrain reconnu. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. L'elfe d'argent, vous voyez que bon, on est plutôt dans haut elfe, voilà par exemple. L'elfe du crépuscule, alors ce n'est pas vraiment un elfe noir, vous voyez un elfe sauvage, vous voyez un petit peu les dessins. Et vous avez l'elfe des étoiles qui me fait penser un petit peu à l'elfe des bois, le sylvain. Hein. Mais tout cela est très très relatif parce que vous pouvez quand même après adapter vos personnages, les ajuster pour faire coller votre personnage vraiment à ce qui vous intéresse. Le sauvageon, voilà, on est dans le chamanisme avec le sauvageon, c'est intéressant. Alors il faut savoir qu'au niveau des soins, etc., c'est beaucoup plus dur que des dés, donc il y a très peu de classes, entre guillemets, de races qui peuvent appliquer des soins. Donc quand vous créez un groupe, il va falloir faire gaffe à ça. Les orques, les demi-orques. Alors vous pouvez jouer les orques et les demi-orques en fonction de l'univers dans lequel vous jouez. Évidemment, ils peuvent pour moi s'intégrer à un groupe de personnages. Le troll de pierre, c'est pareil. Le firbolg, le voilà. Hein, c'est un espèce de petit géant. Enfin, Tonira, c'est un héritier des géants. Hein, donc on peut... Voilà, donc vous pouvez l'utiliser. Les cultures, alors en fonction des cultures, vous allez avoir des ajustements dans vos compétences. Il faut savoir que le système est assez simple. Hein. Le système à la base est assez simple. Alors on en dit des caisses sur Rollmaster, donc on va en dire des caisses sur Against the Dark Master, mais le système n'est pas compliqué. C'est-à-dire que la seule différence, c'est qu'il utilise un grand nombre de tables et qu'il nécessite une petite gymnastique arithmétique et mathématique de calcul mental quand on résout les actions. Mais bon, c'est bon quand il est 2 h du matin, que vous êtes un peu fatigué, peut-être que c'est un peu plus dur, mais sinon il n'y a rien d'insurmontable. Donc en fonction de la culture, vous allez avoir des ajustements, comme dans beaucoup de jeux de rôle, en magie, la vision du monde n'est pas la même. Alors vous voyez que les ajustements ici, les compétences sont toutes là, vous voyez qu'il n'y en a pas 40 000. Les traditions magiques, il faut en avoir plusieurs en fonction des listes de magie que vous avez choisies, de la culture, les soins, charisme, etc. Vous allez partir ça dans votre fiche de personnage. Vous pouvez le tirer aléatoirement, vous voyez que l'ascendance, vous pouvez faire ça aléatoirement, vous pouvez choisir, moi je préfère que le personnage choisisse son ascendance, et en fonction du niveau de richesse, la culture, vous avez des ajustements du niveau de richesse. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas d'argent, c'est des niveaux de richesse. En fonction de votre niveau de richesse, vous pouvez acquérir un objet, ou pas. Si vous acquérissez un objet qui est à peu près équivalent à votre niveau de richesse ou un petit peu supérieur, vous allez baisser en niveau de richesse, c'est-à-dire que vous allez perdre le niveau de richesse parce que vous avez trop dépensé d'argent. Et en fait, c'est vachement souple, c'est vachement bien, c'est super bien pensé. Les terres gelées, les cités, ça c'est toutes les cultures, profondeur, sable. Et là, vous avez les dotations, vous avez les vêtements, etc. Vous avez tout ce qui concerne les ajustements, et vous avez aussi, vous voyez, qui est cercle féerique, vous avez accès à des traditions magiques. Alors dans ce jeu, tout le monde peut lancer de la magie, mais il y a quand même des cultures et des races qui permettent d'être un peu plus doués. Évidemment, c'est toujours le cas des elfes. Le niveau de richesse dépasse, vous voyez que le cercle féerique, c'est 2. Alors tout s'ajoute hein, quand vous créez votre personnage, en fonction de votre ascendance, votre culture, vous allez ajouter tout cela, et vous allez avoir à atterrir à votre fiche de personnage total. Cours, campagne, plaine, mer, terre frontalière, terre sauvage. Alors moi j'aime bien, alors certains ont dit oui, vous voyez, maintenant tous les bouquins sont en couleur, etc. Mais les dessins sont chouettes. Vous avez pas mal d'encarts, c'est super lisible, c'est écrit gros, merci. Donc c'est très facile à lire. Ensuite, après vous avez les vocations. Alors les bonus de vocation, c'est en fonction de... Alors chaque vocation va donner une série de bonus. Voilà. Et en fonction de votre vocation, vous allez ajouter ici, au début, des bonus dans vos compétences. Voilà, donc en vocation, il n'y en a pas 40 dans ce jeu. C'est un peu surprenant,
Hein. Il y a guerrier, roublard, sorcier, animiste, touche à tout et champion. Si vous voulez un soigneur, il faut prendre la voie de l'animiste. Oui, 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 tout à fait. Alors là, le guerrier, alors vous avez les points d'évolution, hein, en fonction des points d'expérience que vous gagnez à chaque fois, voilà, vous allez gagner des points d'expérience, et à chaque fois vous gagnez tout cela, à chaque fois vous grimpez, vous allez gagner des points de vocation. Le roublard, alors par exemple vous grimpez de niveau, vous allez pouvoir dépenser 2 points d'expérience, on va voir ça un peu plus loin, vous avez 2 points d'expérience, vous allez pouvoir dépenser quelque part. Roublard, sorcier, animiste, vous voyez qu'à chaque fois, point d'évolution 3, en aventure 3, etc. Alors vous voyez que c'est très différent, hein. Et donc là ça vous permet de faire évoluer votre personnage de manière très personnelle, puisque vous pouvez sacrifier des points d'évolution à un endroit qui ne vous intéresse pas, les dépenser ailleurs, pour le coût de 2 pour 1. C'est-à-dire que si vous voulez dépenser 1 point de globardise, vous voulez prendre en aventure, vous êtes obligé de dépenser 2 points d'aventure. Touche à tout, les compétences sont là. Là, vous avez le comment marchent les compétences, etc. Voilà, description des compétences. Et là, vous avez la longue liste habituelle des compétences, le savoir, le charisme, la culture, la méditation. Voilà. Les compétences spéciales, alors elles sont optionnelles. Voilà. Vous avez plusieurs compétences spéciales optionnelles, vous n'êtes pas obligé de les intégrer dans le jeu. L'historique, oui, vous choisissez un petit historique, hein, voilà. Alors, vous avez des points d'historique, vous allez dépenser des points d'historique pour vous acheter l'historique. En fonction, évidemment, de l'historique, plus il est riche, plus ça va vous coûter cher en points. Voilà. Quand vous tirez votre personnage, vous allez avoir un budget en points d'historique. Voilà, alors là, vous avez tout ce que vous apporte les vies historiques, fidèle compagnon, excentrique, change forme, doué. Alors, vous voyez que vous avez mineur qui coûte 1 point d'historique et vous avez majeur qui coûte 3 points d'historique, par contre. Voilà, fonceur, gardien du secret, jeu de destin. Voilà, il y en a une belle pelletée. On va pas trop s'attarder parce que sinon on va passer 3 heures dessus. Là, vous avez encore des dessins. Alors là, vous avez un exemple hein, de créature Fireball. Voilà. Les touches finales, attributs dérivés, le mouvement, la défense. Alors, c'est un coefficient de défense. Vous allez voir que c'est très important quand vous allez jouer votre coefficient de défense. Voilà. Ça va déterminer la difficulté de votre adversaire pour vous toucher. Les jets de sauvegarde, parce que vous avez deux types de jets de sauvegarde, il n'y en a pas 40. Il y a les jets de sauvegarde de résistance, c'est-à-dire les résistances tout ce qui est physique, et les jets de sauvegarde de volonté. Le total de points de vie, alors on a des seuils assez hauts de points de vie, mais on en perd beaucoup. Les points de magie, on lance des sorts, on dépense des points de magie. Les passions et les pulsions, c'est intéressant. Vous pouvez enrichir votre personnage par des passions et des pulsions, et c'est assez important parce que le fait de réagir sur vos passions, vos pulsions, vont vous amener des bonus qui vont se transformer en points. Voilà, donc ces points, vous allez pouvoir dépenser la pulsion, comme vous voyez ici, pour obtenir des bonus spéciaux, etc. Voilà. Et en fonction de dépenses de points de pulsion, etc., vous allez grimper dans des voies héroïques, et à chaque fois que vous allez arriver des seuils dans des voies héroïques, comme vous voyez ici, vous allez passer des paliers qui vont en dire plus sur votre personnage. Alors là, il va y avoir du role-playing avec votre meneur de jeu, etc. Donc c'est un jeu, beaucoup de gens critiquent que c'est du simulationnisme, mais il y a beaucoup de narratifs aussi. Voilà, encore un chouette dessin. L'évolution du personnage, comment ça marche, les points d'XP, etc. Alors on est dans le classique, hein, mais par contre il y a une petite table pour aider les meneurs du jeu à distribuer les XP. Bon. Alors vous avez des XP qui sont gagnés par le groupe et répartis, vous avez des XP personnels en fonction de votre voie, de votre destinée que vous choisissez. Alors vous voyez que la fiche de personnage est ici. Voilà, vous voyez qu'elle est assez complète, hein, effectivement, hein, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Voilà, tradition magique, évidemment, si vous n'avez pas de magie, c'est pas grave, ne vous servent à rien. Point de vie, arme. Voilà, ça c'était pour la première partie. Le livre 2, c'est les sentiers de l'aventure. Alors, c'est résoudre une action. Alors, à la base, c'est pas compliqué. Vous faites un jet de compétences. Voilà. Donc, en fonction du jet que vous voulez faire, vous lancez un jet ouvert. Voilà. En fonction du score que vous allez faire, vous allez pouvoir continuer
ou diminuer. C'est-à-dire que si vous faites un jet qui est supérieur à 96,00, vous allez relancer les dés et vous allez ajouter les scores. Par contre, si vous faites un jet inférieur à 4 ou moins, vous allez lancer les dés dans l'autre sens. Et en fonction des... Vous avez une table de résolution basique, ici, échec pour une réussite partielle, c'est à partir de 75. À votre jet de dés, vous allez ajouter évidemment vos compétences, etc. pour arriver au seuil. Voilà. La difficulté... Alors, en fonction de la difficulté, vous avez des modificateurs que vous allez attribuer au score. Voilà. Là, vous avez un petit grille de pourcentage pour aider le meneur de jeu, pour que le meneur de jeu sache à peu près la chance en fixant un modificateur de difficulté, si le joueur, enfin le personnage a quand même une chance d'y arriver, quoi. Donc il y a la règle d'assistance, on peut s'y mettre à plusieurs. Voilà. Et en fait, dans les combats, comme on va le voir plus tard, la difficulté, ça sera la défense de l'adversaire, en sachant qu'il va pouvoir dépenser de ses points en compétences d'armes pour les basculer en défense. Voilà. Il peut ajuster un petit peu sa défense en fonction de sa situation face à l'adversité. Les jets de sauvegarde sont ici, le principe est... Alors vous voyez que ça se résout à pas grand chose, hein. Le test d'incantation fonctionne comme le reste. Voilà. La magie, les traditions magiques, vous avez des traditions magiques, alors là vous avez les commutes, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à ça, mais certaines voix, certaines races donnent accès à, certaines cultures donnent accès à d'autres listes. Incanter un sort, vous allez dépenser des points de magie, vous allez faire un jet d'incantation, ce qu'on appelle en fonction du score, vous allez plus ou moins réussir le jet de manière plus ou moins forte, hein, et en fonction de votre seuil de réussite, vous allez avoir un effet plus ou moins fort sur le sort. Voilà. Là, vous avez la table d'incantation, par exemple. Ici, vous avez, voilà, vous lancez votre dé. Et vous adoptez bon là vous avez des difficultés de jet de sauvegarde si vous attaquez quelqu'un par exemple. Et réussite, si le sort ne n'autorise pas de sauvegarde, réussite critique, là vous avez des choses en plus à partir de 155. Vous voyez qu'il faut faire des scores quand même assez élevés. Et évidemment, vous êtes dans Against the Dark Master. Les magiciens, à chaque fois qu'ils lancent des sorts, il peut arriver qu'en fonction des dés, ils attirent l'attention sur eux du Dark Master. Donc ça c'est vraiment bien. Vous avez des systèmes qui font qu'en fonction, si vous faites un gros échec, ou même si vous faites des doubles, vous pouvez attirer l'attention du Dark Master qui va vous envoyer des minions contre vous, voire même en fonction du jet que vous avez fait, vous pouvez avoir affaire carrément à des personnages beaucoup plus élevés, des boss, voire même le Dark Master en personne. Les mouvements et voyages, alors Against Master est très axé sur le voyage, vous avez tout qui est géré, voyager sur l'eau, la table des vents, les périls, résoudre un péril, catégorie de péril, alors là c'est vraiment bien parce que vous avez là des tables aléatoires pour les périls, etc. en fonction des endroits où vous êtes, vous voyez que zone habitée, zone sauvage, etc. Donc le meneur de jeu peut lancer des dés pour voir si au cours de leur voyage il arrive quelque chose au personnage. La recherche de nourriture. Vous voyez que vous avez des tables de péril qui sont vraiment... Alors bon, évidemment, si vous avez créé un scénario, ce n'est pas la peine, mais c'est vraiment bien. Péril dans les marais, péril dans les eaux. Oui, il y a beaucoup de tables dans Against the Dark Master, mais la plupart sont très utiles. Le campement et refuge, voilà, donc il y a des difficultés de jet de campement. C'est assez sophistiqué, il y a pas mal de détails sur tout ce qui, quand vous créez un refuge, etc. Voilà. Et une fois que vous avez trouvé un refuge, vous pouvez meubler le refuge par différents personnages, par différents agencements qui vont vous permettre de vous servir comme base, par exemple, pour vos futures aventures, quoi. Là, par exemple, dans certains refuges, vous pouvez tomber sur des particularités, grands réussir en fonction des rencontres que vous faites. Donc, les refuges sont aussi des lieux où on peut construire son propre scénario. Équipement richesse, comme je vous disais, il n'y a pas de sous. Là, c'est vraiment le truc qui m'a bien plu, il n'y a pas de sous. Si c'est supérieur au tarif, le personnage peut se permettre d'acheter n'importe quel produit. Bon, si vous avez un NR supérieur au produit, vous pouvez l'acheter sans aucun souci. Si c'est égal, vous pouvez l'acheter, mais votre NR va diminuer de 1. Et s'il est supérieur, tu ne peux pas te permettre d'acheter le produit. Voilà. Modificateur de qualité des objets. Là, vous avez les équipements qui sont communs, peu communs, vous avez un petit peu tout. Armure et bouclier, nourriture, boisson, armure, les voilà.
Oui, il porte beaucoup de trucs. La table des armes, alors l'encombrement il est pris en considération, hein, donc les armes. Oh, il y a pas mal de choses, hein, vous voyez que le livre est complet. Le combat c'est un petit peu pareil, c'est un round tactique avec des phases d'évaluation, c'est-à-dire que c'est un peu décrypté, c'est-à-dire que les personnes qui ont préparé leur sort, ils vont jouer en premier, celui qui a préparé son arc, il va tirer en premier, après il y aura un système de déclaration d'action en fonction de l'action, donc tous les personnages dans l'ordre qu'ils souhaitent vont pouvoir, les personnages vont jouer à leur tour, voilà, en fonction de leur ordre préféré. Et ensuite, vous avez les phases qu'on appelle deuxième phase en retard, c'est-à-dire si vous n'avez pas préparé le sort, vous lancez à la fin du round, si vous n'avez pas tiré, vous lancez à la fin du round. Voilà. Donc c'est un séquençage assez simple, il est précis, évaluation, déclaration d'action, mouvement, c'est en premier, sort A, tir A, c'est-à-dire tout ce qui a été préparé, ou alors vous pouvez lancer un sort sans le préparer, mais bon, il y a des malus, mêlée, tir B, sort B, c'est-à-dire, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Donc les actions combat, les demi-actions, le champ de bataille, les mouvements tactiques. Voilà. Alors vous utilisez votre bonus de combat, qui est une partie intrinsèque de votre personnage, c'est le BC, vous allez lancer votre G, voilà, vous ajoutez le bonus de combat, vous allez retirer la défense de l'adversaire. Et il y a des ajustements en fonction si vous faites des résultats excessifs, des types de dégâts, les coups critiques, voilà, etc. Donc là vous avez une table de coups critiques, c'est là qu'on arrive à la table de coups critiques. La parade, donc un personnage peut, s'il décide de parer, il peut soustraire un nombre de son choix de son bonus à son bonus, et le mettre sur sa défense. Voilà. Évidemment, il perd du bonus offensif. Attaque à distance, les états, mourant, engagé, effrayé, bloqué, à terre, sonné. Alors c'est un jeu qui est finalement pas trop létal, je trouve, car il est assez... on peut vraiment se positionner en défense, etc. On peut vraiment adopter une posture défensive. Évidemment, ça peut arriver de mourir, hein, ça s'est produit dans d'autres scénarios. Mais si vous êtes assez habile sur un terrain, c'est vrai bien coordonné avec vos compagnons de combat, vous arrivez quand même à vous en sortir. Visée, combat monté, là vous avez toutes les options, le manœuvre, le combattre avec 2 armes. Santé et soins, c'est pareil, vous avez un nombre de points de vie. Alors les soins, c'est comme je vous disais, il n'y a que l'animiste qui peut soigner vraiment par la magie, donc c'est que de la récupération. Et en fait, il y a des systèmes de saignement aussi. C'est ça qu'en fait, à chaque fois que vous prenez des coups, vous avez la possibilité, en fonction de l'attaque qui a été faite, que vous ayez des saignements, vous allez perdre des points de vie par tour. Et là, par contre, ça peut être compliqué. Donc, il faut arrêter les saignements. Là, vous utilisez vos compétences de soins. Et par contre, après, si vous n'avez pas de guérison magique, d'animiste qui a des sorts de guérison, qui va vous permettre de regagner des points de vie par une méthode non naturelle, c'est assez long pour récupérer. Poison aux maladies. Évidemment, poison aux maladies, c'est par rapport au jet de sauvegarde. Les dégâts d'âme, c'est par rapport au jet de volonté. Livre 3, des récits de légende, ça, préparer le jeu, alors là c'est la partie pour le meneur de jeu, purement pour le meneur de jeu, avec les PNJ, le décor, préparer une campagne, le cadre de la campagne. Hop. Générer de nouvelles cultures, alors là c'est bon, je trouve qu'il y en a assez, mais bon, si vous avez envie de créer une nouvelle culture, vous pouvez le faire. Voilà. Adversaires, bizarreries, les bizarreries pour les PNJ, si vous êtes en manque d'inspiration, les adversaires au combat. Voilà, toujours autant d'illustrations noir et blanc à l'intérieur. Le maître des créas et des ténèbres. Alors évidemment, comme il n'y a pas de règle générique, vous pouvez créer votre univers de toutes pièces. Donc là, vous avez un système qui va permettre de créer votre maître des ténèbres, votre grand méchant, et après vous avez un système de génération qui va vous permettre de voir comment sont ses serviteurs, son repère, etc. Là, vous avez un système de création. Clairement un système de création de setting en fait. Hein. Voilà, maître de guerre sournois, semeur de discorde, là vous avez un peu tout.
le roi cornu. Alors là, vous avez quelques exemples de Dark Master. Le roi cornu d'Anduin, la reine sorcière du désespoir, avec à chaque fois vous avez son repère, ses artefacts convoités, ses serviteurs, le type de serviteur. Le sanglant seigneur de guerre. La magie noire, la magie alors que les joueurs peuvent apprendre, hein, et c'est la magie plutôt réservée par contre, ça n'empêche pas de les apprendre, mais elle est plutôt réservée aux méchants, hein, aux Dark Master, comme vous avez la magie noire et la nécromancie. Voilà. Maîtriser le jeu, gérer les G2D. Alors, ce que j'ai fait moi, en général, c'est que au niveau des G2D, j'essaye de déléguer au maximum au meneur de jeu. C'est-à-dire qu'au meneur de jeu, je donne toutes ces tables d'armes, de coups critiques, de maladresse, etc. Et le joueur gère lui-même son personnage de A à Z. Ça m'allège énormément mon travail, ça me permet de me concentrer sur le scénario, ça me permet de me concentrer sur les PNJ, et donc ça donne aussi, faut le dire, hein, souvent les joueurs ne lisent pas trop, hein, donc les règles. Ça, petit à petit, c'est l'apprentissage, et petit à petit, le joueur, lui, au lieu de se laisser porter par le meneur du jeu, apprend les petits détails de règles et finit par en savoir plus que nous. Voilà, notamment dans le domaine de la magie. Les batailles et les guerres, alors vous pouvez gérer les grandes batailles, un système de gestion de bataille, voilà, qui est pas trop mal foutu. Les options de campagne, les récompenses, alors là, il faut vraiment le lire et le potasser, parce que en fonction de votre setting, il faut éviter de noyer vos personnages pour les récompenser, parce qu'ils en ont bavé de tonnes de récompenses au début, ça déséquilibrerait vraiment le jeu, et les joueurs perdraient leur intérêt. Hein. Les objets magiques, alors vous avez une liste d'objets magiques, vous avez des malédictions. Alors là, vous pouvez vous puiser, hein, c'est un bac à sable, hein, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Salle de trésor. Construisez l'univers que vous avez envie de construire. Alors là, c'est vraiment vintage, en crayonné. Voilà. Le bestiaire. Voilà, vous avez les aigles géants, l'araignée géante, l'arbre éveillé, la naine, ils n'ont pas osé le dire, la bête sauvage, le bogart, le bonnet rouge. Alors les bonnets rouges, vous voyez que c'est une espèce de gobelin. Hein. Cauchemar, démon. Vampire, démon de l'ombre, draconien, dragon. Évidemment, en fonction de votre setting, certaines choses vous allez prendre, donc c'est une créature vous allez prendre, d'autres vous en passer. Mais il y a un peu de tout, donc ça va vous permettre, vous avez que même le de Vargar, ça va vous permettre d'adapter des créatures qui ne figurent pas là, en fonction de leur équivalent que vous avez dans le livre. Esprit, fantôme, gardien de pierre, vous voyez quand même pas mal, hein. Géant, la goule. L'humain malfaisant. Là, si vous n'aurez pas trouvé votre bonheur, quand même, le kraken, le laquais mort-vivant, le merloc, l'ombre ailée, l'ombre galgal, l'orque, le sombre freux, le souverain spectral, le squelette, le troll, l'uncili, le vandal du blasphème. Là, vous avez le grimoire. Alors là, il y a pas mal de traditions magiques. Donc là, le grimoire, c'est un gros bouquin. Moi, je l'ai imprimé à part. Hein. Donc, mes magos se baladent avec leur grimoire. Ils ont tout dessus. Là, vous voyez que chaque liste, hein, on pourra dire, hein, chaque vocation, vous avez à chaque fois, tradition magique, vous avez 10 niveaux. Voilà, vous pouvez booster, vous pouvez, si vous êtes niveau 1, vous pouvez lancer que les niveaux 1, par exemple, à condition de le connaître. Par contre, si vous êtes niveau 2, vous pouvez lancer le niveau 1 et faire une amplitude, augmenter le sort de niveau 1 en fonction de l'amplitude. Alors, cette fois, quelquefois on ne peut pas, vous avez ici plus 2, plus 3, vous avez des amplitudes, certaines n'ont pas d'amplitude. Voilà, amplitude plus 3, communion, amplitude plus 2, c'est-à-dire que vous avez le niveau 1 et amplitude plus 2, ça veut dire qu'il faut être niveau 3 pour camper, pour lancer ça. Contrôle mental, défense héroïque, et en plus ça coûte plus de points de magie quand on fait de l'amplitude, évidemment. Un sort de niveau 1, vous dépensez un point de magie, un sort de niveau 2, 2 points de magie, voilà, c'est aussi simple que ça. Enchantement, feu élémentaire. Ouais, bon, on va passer vite parce qu'il y en a une tonne. Hein. Alors beaucoup de sorts rappellent évidemment le bon vieux D&D. Hein. Illusion,
main magique, mettre des animaux, mettre des plantes. Alors, on va passer, on y va, marée élémentaire, miracle, mouvement surnaturel, paix de l'âme, présence. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Hein. Vraiment que dans les vidéos, il y a accélération, tromperie, vision astrale. On arrive au V, on est vers la fin. Magie noire, c'est les derniers avec la nécromancie. Donc vous voyez que les joueurs peuvent avoir accès. Ombre sur les bois du Nord, c'est la petite mini-campagne qui vous permet de vous lancer dans l'aventure. Alors, l'univers, c'est... on va passer vite. Hein, c'est un univers qui a été créé, un setting qui a été créé pour Against Dark Master. Alors il n'y a pas grand chose hein, qui existe, mais là ce setting s'appelle les 9 royaumes, il n'y a pas grand chose qui existe. Hein. Ça va peut-être se développer, pour l'instant il n'y a pas grand chose. En français il n'y a rien du tout. Hein. Et là vous avez une longue campagne qui va vous permettre de grimper. Alors cette campagne elle est divisée en plusieurs scénarios. Nous, on l'a commencé, on est carrément à la fin, voilà. Mais on a fait quand même un bon nombre de séances, hein, donc je vais passer vite pour pas que, si vous êtes joueur, que vous en voyez trop, je vais même m'accélérer un petit peu par là, voilà, pas que vous voyez trop, péril en compte, hein. Voilà, hop là, et là les PNJ. À la fin, vous avez des récapitulatifs de fiches de personnages que vous pouvez télécharger, hein. Bon. Voilà. Vous avez des PNJ, pas des PNJ, des personnages pré-créés, pardon, pour la campagne ou même pour le jeu, hein, si vous avez envie, hein, voilà, de les garder. Et là, vous avez un récapitulatif de toutes les tables. Alors, vous voyez qu'il y en a un paquet. Hein, voilà. Les coups critiques sont là. Alors, évidemment, on n'est pas dans l'immédiateté, c'est-à-dire que quand vous avez un combat, c'est assez long parce que déjà il faut réfléchir un petit peu, hein, il faut qu'il y a une planification à faire pendant les combats, et en plus pendant les jets de dés peuvent s'éterniser quand on grimpe de niveau. Il faut quand même le dire, et il y a pas mal de calcul mental aussi, c'est-à-dire que vous allez rajouter vos bonus à votre jeu de dés, puis vos bonus de combat, puis les bonus de situation, moins la défense de l'adversaire, etc. Moins les handicaps comme les couverts, etc. Donc il y a quand même du calcul. Après vous allez regarder sur votre table, si sur votre table vous avez fait un critique, vous consultez la table critique, voilà. Donc il y a pas mal de trucs à faire. Mais pour ceux qui aiment ce type de jeu, comme nous, c'est un véritable régal. C'est très, en fait, on pourrait dire que c'est simulationniste. Moi, je préfère dire que c'est très imagé. C'est-à-dire que quand on fait un combat, on voit vraiment, on réalise vraiment ce qu'on fait. Ça se matérialise dans notre tête grâce à toutes ces tables qui nous permettent, évidemment certains joueurs préfèrent utiliser leur imagination et créer de toutes pièces le combat, mais ici on le reconstitue en fait, et moi j'aime bien ça, j'aime bien. Voilà les traditions magiques, vous avez récapitulatif des traditions magiques. Alors vous avez des récapitulatifs un partout. Alors dans ce livre, ce qui me gêne un peu, il n'y a pas de marque-page, hein, donc il va falloir utiliser des petits post-it un peu partout. Dans un gros bouquin comme ça, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas au moins un ou deux rubans marque-page. Donc voilà, ils y sont pas, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est Against Dark Master, c'est le livre de règles. Voilà, c'est tout pour Against Dark Master, le livre de règles. Alors en sachant que, évidemment, il n'est pas que ça disponible, il y a aussi un très très joli écran. Alors c'est indispensable, hein, franchement c'est indispensable, parce qu'il y a tellement de tables que vraiment, le meneur de jeu, là on peut pas vraiment pas s'en passer. Il y a beaucoup de jeux de rôle où l'écran est vraiment là dans un but esthétique. Ici, franchement, je vais vous mettre en endroit quand même. Ici, franchement, c'est très utile pour le meneur de jeu. Il y a aussi les tables du maître. Voilà, les tables du maître, c'est un récapitulatif des tables.
que vous avez ici, donc le récapitulatif des tables. Ça peut être utile pour le meneur de jeu, et moi, comme je vous l'ai dit lors de la présentation du jeu, je préfère que tous les joueurs aient leur table de dégâts et de coups critiques et de maladresse avec eux pour alléger le boulot du MJ. Voilà, donc si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerre.tv. Merci et à bientôt.